L'esprit derrière le film Interstellar était le physicien prix Nobel Kip Thorne. Thorne raconte que l'histoire de la naissance du film remonte à sa rencontre avec la productrice Linda Obst. Lors d'un déjeuner en 2005, Linda a partagé avec Kip l'idée d'un film de science-fiction basé sur de véritables principes physiques. Les deux ont convenu de construire une histoire qui présenterait au public les trous noirs, les trous de verre, les ondes gravitationnelles et même le concept d'une cinquième dimension, le tout à travers la lentille d'un film moderne. Ainsi a commencé leur aventure, qui s'est transformée en un premier brouillon de l'histoire en seulement 4 mois. En 2006, Linda Obst a présenté le projet Interstellar à l'agent de Steven Spielberg. Le résumé de 8 pages, compilé à partir de la correspondance et des notes de Thorne et Obst, a tellement impressionné Spielberg qu'il a immédiatement accepté de réaliser le projet. Ensuite, Obst et Spielberg ont commencé à chercher la personne qui écrirait le scénario. Après une longue recherche, ils ont jeté leur dévolu sur Jonathan Nolan, alors âgé de 31 ans, qui avait collaboré avec son frère Christopher Nolan sur les scénarios de The Prestige et The Dark Knight. Jonathan Nolan a passé des mois à étudier la littérature sur l'astrophysique et la relativité pour maîtriser en profondeur les aspects scientifiques d'Interstellar. Il a interrogé à plusieurs reprises Kip Thorne sur les sujets physiques complexes de l'histoire. Le duo a construit une structure narrative détaillant les moyens possibles de sauver l'humanité d'une Terre mourante et les anomalies gravitationnelles. Il a écrit 3 versions du scénario en 16 mois. Cependant, le processus a été interrompu parce que l'écrivain a rejoint le projet Gravity et The Dark Knight. De plus, Spielberg a quitté le projet en raison de désaccords avec le studio. Par conséquent, Linda a cherché un nouveau réalisateur, sur la suggestion de son frère, a trouvé Christopher Nolan. Lorsque Christopher Nolan a repris le projet Interstellar, le film a pris une direction complètement différente. Avec son frère Jonathan Nolan, ils ont mélangé leurs propres idées à l'histoire existante, reconstruisant pratiquement le film depuis le début. La première rencontre de Nolan avec Kip Thorne a eu lieu dans les bureaux de Syncope au studio Warner Bros. Chris a écouté attentivement les règles scientifiques de Thorne. L'histoire devait être basée sur des lois physiques absolues, ou du moins, sur des théories acceptées par une partie de la communauté scientifique. Pour Nolan, ces règles n'étaient pas seulement une formalité. Il avait un véritable intérêt pour la science, posant d'innombrables questions sur le temps, la masse, la gravité, les voyages interstellaires et les structures multidimensionnelles. Grâce à cette collaboration, une histoire à la fois scientifiquement solide et enrichie d'angles inattendus a vu le jour. Le trou noir Gargantua au centre d'Interstellar est devenu la représentation la plus réaliste d'un trou noir dans l'histoire du cinéma grâce au calcul de Kip Thorne. Nolan a délibérément simplifié l'effet Doppler dans le disque d'accrétion pour le rendre plus compréhensible pour le public. L'équipe dirigée par Thorne a développé une nouvelle technologie de visualisation pour refléter l'effet de lentille gravitationnelle. Les calculs étaient si complexes que le traitement des données pour chaque image prenait jusqu'à 100 heures sur les supercalculateurs de l'époque. Un code logiciel spécial de 40 000 lignes a été créé pour visualiser le trou noir, décrivant l'interaction entre la lumière et la gravité. Ce logiciel a été une avancée non seulement pour le film, mais aussi pour le monde scientifique, car les résultats de la modélisation ont été utilisés dans des recherches académiques. Interstellar commence dans un monde futuriste. Un pathogène nouvellement apparu a détruit la plupart des cultures de base, ne laissant à l'humanité que le maïs. De vastes régions des États-Unis luttent contre des tempêtes de poussière massive qui rendent la planète inhabitable. Bien que ce scénario soit un peu dramatisé, il a une base scientifique. L'inspiration venait des grandes tempêtes de poussière des années 1930, connues sous le nom de Dust Bowl. Bien que la probabilité d'une pandémie détruisant toutes les cultures importantes soit faible, elle n'est pas impossible. Thorne et Nolan l'ont traité non pas comme une prophétie, mais comme une référence aux menaces environnementales qui pourraient forcer l'humanité à chercher de nouveaux habitats. De plus, les énormes nuages de poussière dans le film ont été créés en utilisant de la poussière synthétique à base de cellulose, pulvérisée dans les airs par d'énormes ventilateurs sur le plateau. Dans l'histoire, la NASA envoie une mission d'exploration à travers un trou de verre situé près de Saturne pour chercher une nouvelle maison pour l'humanité. Bien que les trous de verre n'aient pas encore été découverts, des études scientifiques suggèrent qu'ils pourraient exister. Selon les théories de Kip Thorne et d'autres astrophysiciens, pour qu'un trou de verre existe de manière stable, un type particulier de matière avec une énergie négative, repoussée par la gravité,
est nécessaire. Cette matière, appelée matière exotique, n'existe pour l'instant que dans des calculs théoriques et on ne sait pas si elle peut être produite en réalité. Concernant les planètes autour de Gargantua, les scientifiques ont certains doutes. Par exemple, une planète comme celle de Miller, où une heure équivaut à 7 ans sur Terre, devrait être extrêmement proche du trou noir, ce qui rendrait son orbite instable. Mais Thorne a suggéré que la rotation extrêmement rapide de Gargantua pourrait permettre à une telle orbite de rester stable et autant de ralentir autant. Les Tesseract et les êtres à 5 dimensions dans Interstellar sont purement fictifs, mais s'inspirent de théories scientifiques sur la multidimensionnalité de l'espace. Ici, la 5e dimension est décrite comme un domaine où le temps existe comme une quantité physique et peut être manipulé. Cela permet à Cooper d'interagir avec différents moments du passé tout en restant dans les lois physiques de son monde en 3 dimensions. Traverser un trou noir et transmettre des informations via la gravité est également le résultat de décisions purement artistiques, pas scientifiques. Les ondes gravitationnelles existent vraiment. Leur découverte a confirmé les prédictions d'Einstein et a valu un prix Nobel à Thorne. Cependant, ce sont des ondulations de l'espace-temps créées par la collision d'objets célestes massifs. Les utiliser pour transmettre des informations entre les dimensions est un élément que l'on pourrait trouver dans un film de science-fiction. Selon le Dr. Kip Thorne, le plus grand exemple de liberté créative dans Interstellar est celui des nuages sur la planète de glace. Ces masses de glace massives sont conçues comme des structures qui dépassent la résistance des matériaux que la glace peut supporter. L'une des idées les plus controversées du film, mais plus profonde qu'il n'y paraît, est la déclaration du Dr. Amelia Brand. L'amour pourrait être une force fondamentale, tout comme la gravité. D'un point de vue physique, c'est une approche purement artistique. Mais cela offre une métaphore intéressante qui rapproche l'humain de l'univers. Dans le film, l'amour est ce qui lie Cooper et Murph au-delà du temps et de l'espace. Thorne souligne que ce n'est pas un détail ajouté au hasard. Il a été intégré pour montrer que les liens émotionnels peuvent pousser l'humanité à dépasser ses limites physiques et à découvrir de nouvelles voies dans l'univers. Ce n'est un secret pour personne que le réalisateur d'Interstellar, Christopher Nolan, s'est largement inspiré du film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Le placement du trou de verre près de Saturne dans le film est un hommage subtil au plan original de Kubrick. Kubrick voulait à l'origine que la scène de Jupiter dans Astérisque 2001 se déroule avec Saturne. Cependant, la technologie des effets visuels des années 1960 n'était pas assez avancée pour montrer les anneaux de Saturne de manière réaliste au cinéma. Lorsque Nolan a eu un budget de 165 millions de dollars et les technologies d'effets numériques les plus avancées, il a décidé de réaliser enfin ce rêve de Kubrick sur grand écran. Bien que des effets informatiques aient été utilisés dans Interstellar, la plupart des vaisseaux spatiaux ont été construits sous forme de maquettes pour créer un sentiment de présence physique. Les véhicules rangés, Endurance et Lander ont été fabriqués par New Deal Studios à la fois en miniature pour les effets et en modèle pleine grandeur. Nolan a préféré ces méthodes aux effets numériques car il pensait qu'elles donnaient au vaisseau une existence tangible dans l'espace. La conception circulaire de la station spatiale évoque un cadran d'horloge car le temps est l'un des thèmes centraux du film. Le robot TAR dans Interstellar, Technically Artificial Robotic System, ne possède aucune caractéristique physique humaine. Mais il a une personnalité programmée. Bien que ses mouvements puissent sembler un peu étranges, TAR était une construction physique et aucun effet informatique n'a été utilisé dans la plupart de ces scènes. C'était en fait plus une marionnette qu'un robot, et il était contrôlé sur le plateau par Bill Irwin. Irwin a également fourni la voix du personnage pendant le tournage, mais il a dû être réenregistré en post-production. Irwin a également manipulé l'autre robot, Kaz, mais cette fois, sa voix a été doublée par Josh Stewart. La costumière d'Interstellar, Mary Zoffre, avait peu de temps pour concevoir les combinaisons spatiales parfaites pour le film. Elle et son équipe ont travaillé dur, expérimentant différents designs et matériaux. Pour elle, l'équilibre entre forme et fonction était crucial. Tout comme les vraies combinaisons d'astronautes, les combinaisons conçues par Zoffre comportaient des unités d'oxygène fonctionnelles. Cela permettait aux acteurs de respirer confortablement pendant les longues heures de tournage. La question de la chaleur a également été prise en compte. Les costumes comportaient des tubes de refroidissement avec de l'eau circulant à l'intérieur, tout comme dans les vraies combinaisons spatiales. Tout cet équipement portait le poids du costume à environ 15 kg.
Les scènes se déroulant à la surface des planètes dans Interstellar ont été tournées en Islande, sur de vastes champs de lave et des glaciers, pour assurer un maximum de réalisme. Le style visuel du film était basé sur de véritables images de l'espace provenant de missions de la NASA. Lors du tournage des scènes sur la planète de glace en Islande, Anna Thaoué a souffert d'hypothermie parce qu'elle bougeait avec sa combinaison d'astronaute ouverte dans l'eau glaciale. Quand Hathaway a informé Christopher Nolan de la situation, le réalisateur a dit « D'accord, nous commençons le tournage immédiatement ». Selon Obst, si Hathaway n'avait plus que 5 minutes à vivre, ces 5 minutes étaient suffisantes pour tourner les scènes. Hathaway a raconté plus tard « J'avais juste très froid, mais Chris ne m'a pas renvoyé sur le côté pour me réchauffer. Parce que sur son plateau, il n'y a pas de place pour les chichis. » Christopher Nolan et l'acteur principal Matthew McConaughey avaient certains préjugés l'un sur l'autre en se préparant à travailler ensemble. Nolan pensait que McConaughey serait décontracté et insouciant. McConaughey, quant à lui, pensait que Nolan serait un réalisateur perfectionniste. Mais une fois sur le plateau, ils ont découvert que c'était le contraire. McConaughey était extrêmement discipliné et sérieux dans sa préparation mentale pour son rôle. Nolan, lui, était coopératif, à l'écoute des suggestions des acteurs et de l'équipe, et même content lorsque des imprévus survenaient pendant le tournage, car selon lui, ces imperfections contribuaient au réalisme du film. Nolan n'aimait pas que les acteurs réagissent à des choses qu'ils ne pouvaient pas voir. C'est pourquoi, pour Interstellar, il a fait préparer les effets visuels avant le tournage et les a affichés sur des écrans autour du plateau. Ainsi, lorsque les acteurs regardaient par le hublot du vaisseau spatial, ils ne voyaient pas un fond vert, mais la surface de la planète sur laquelle ils se trouvaient ou les profondeurs de l'espace. Pour les scènes du champ de maïs dans Interstellar, au lieu d'utiliser des effets informatiques, il a fait planter 500 acres de maïs. Cette idée est née de son expérience sur le film Man of Steel, dont il était producteur. Pendant le tournage de ce film, il avait appris qu'un si grand champ de maïs pouvait être cultivé. Après le tournage d'Interstellar, le maïs a été récolté et vendu, et l'équipe de production a réalisé un bénéfice sur cette vente. La plupart des interviews de style documentaire des survivants plus âgés, vues à la télévision au début et à la fin du film Interstellar, sont tirées du documentaire de Ken Burns, The Dust Bowl. Il s'agissait de personnes qui avaient réellement vécu cette catastrophe naturelle. Seules les images mettant en scène Ellen Burstyn font exception. Burstyn a joué le personnage de Murph âgé dans les dernières parties du film. Les chambres d'hypersommeil dans Interstellar plongent les corps des astronautes dans un liquide froid. Le fait que des couvertures ou des couvertures chauffantes soient placées sur les personnages à leur réveil indique une base scientifique pratique pour cette technique. Des recherches montrent que le corps humain peut être placé dans un état semblable à l'hibernation en l'induisant en hypothermie. Cette technologie a été utilisée pour traiter des lésions cérébrales et proposée comme méthode pour maintenir en vie des personnes grièvement blessées jusqu'à ce qu'elles puissent être soignées par des médecins spécialistes. Pour sa 5e collaboration avec le compositeur Hans Zimmer, Nolan lui a donné pour instruction de réinventer la musique de film pour Interstellar. Il ne voulait pas des tambours et des ostinatos de cordes qu'il avait utilisés dans ses 4 films précédents. Il ne lui a pas donné le scénario ou les détails de l'histoire. Au lieu de cela, il lui a remis une page unique décrivant la sensation du film. En raison de l'importance du thème du temps dans le film, Zimmer a composé la plupart des morceaux à un tempo de 60 battements par minute, soit un battement par seconde, afin de refléter le flux du temps. La participation de Matt Damon à Interstellar a été totalement cachée pendant la campagne promotionnelle. Son nom n'est apparu dans aucune bande-annonce. Il n'a assisté à aucune avant-première. En dehors d'un article dans Variety indiquant qu'il rejoignait la distribution pour un rôle non spécifié, son personnage n'a été révélé qu'à la sortie du film. Lorsqu'Interstellar est sorti, Timothée Chalamet était un acteur encore inconnu. C'était son 2e long-métrage, et il espérait que cela ferait avancer sa carrière. Cependant, il a avoué qu'après avoir vu le film, il avait réalisé que son rôle était bien plus petit qu'il ne le pensait et qu'il n'avait pas pu retenir ses larmes en rentrant chez lui. Interstellar a également été un succès au box-office. Avec un budget de 165 millions de dollars, le film a réalisé 133 millions de dollars de recettes lors de son week-end d'ouverture, se classant parmi les 10 meilleures ouvertures de 2014 et a finalement rapporté 701,7 millions de dollars dans le monde. Le film a été nommé pour 5 Oscars et a remporté celui des meilleurs effets visuels. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin d'une autre de nos vidéos.
Merci de l'avoir regardé. Vous pouvez partager vos réflexions dans les commentaires. De plus, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.